Bonjour, je suis à Grenoble dans le cabinet de Rosa qui est médecin sexologue et qui va nous parler aujourd'hui de violence et de consentement pour la semaine de santé sexuelle 2024. Bonjour Rosa. Bonjour Céline. Comment tu vas? Bien, enfin c'est pas mon habitude de parler comme ça et d'être filmée, mais vous avez mon consentement. Vous avez vu? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier, s'il te plaît? Alors c'est vrai que pendant longtemps on se demandait ce que faisaient les médecins sexologues. Il y en avait qui disaient oui on parle que de sexe, on est des obsédés du sexe, c'est ce qu'on disait sur nous. Et alors que les trois quarts du temps, moi je regarde bien sur la semaine, mon temps il passe 90% à parler des relations interpersonnelles, de parler d'amour, d'affectif, des difficultés d'aimer et des difficultés d'être épanoui au sein de nos sociétés. Parler de médecine sexuelle, parler de sexologie ou de sexualité, c'est être au cœur du fonctionnement des relations humaines. Et c'est pour ça que on peut tout à fait, des lanceurs d'alerte, par exemple, qu'il y a des difficultés à vivre dans notre société, l'intrusion d'Internet dans notre vie, on voit à quel point ça a modifié nos relations. Donc forcément, un médecin sexologue, il est connecté à tous nos changements et à la mutation de notre société qui est flagrante aujourd'hui. Donc il y a tellement de choses à dire sur notre activité, parce que la sexualité, elle interfère avec votre organisme, votre psychisme et votre environnement. Et dans l'environnement, on met tout. On met la société, la religion, la culture, la morale, le juridique. Donc vous voyez à quel point c'est passionnant de s'occuper de santé sexuelle. D'accord. Et du coup, dans les patients et les patientes qui viennent te voir, est-ce qu'il y a des problématiques un petit peu qui ressortent le plus ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas? Comment ça se passe? Alors, avant, c'était plus du cas par cas, mais depuis que nous vivons des moments un peu tourmentés dans notre environnement, beaucoup de nos consultations sont liées à des stress, dans les stress environnementaux, et surtout pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à comment approcher quelqu'un, comment draguer quelqu'un. Avec tout ce qui se passe, MeToo et tout, j'ai beaucoup d'hommes par exemple, mais aussi des femmes qui ne se reconnaissent pas dans ces nouvelles injonctions de notre société. Oh, pas trop s'approcher, comment se parler, mais les hommes, ils sont déconcertés. Comment, moi, si je veux vous draguer, Céline, aujourd'hui, comment je fais pour ne pas être, par exemple, trop intrusif? Ou alors que vous me disiez, mais oh, attention, c'est peut-être une forme de violence, votre approche. Vous voyez, je suis peut-être trop, pour vous, trop direct, trop... Donc, si vous voulez, les consultations, elles ont, je vous ai dit encore une fois, elles sont très liées à nos problématiques sociétales. Et aujourd'hui, les hommes, ils sont quand même assez perdus. Et les femmes, comment elles se positionnent maintenant entre ce que je ne veux pas, ce que je veux, et pouvoir vraiment révéler leur envie sexuelle aussi. Parce que ça aussi, ce sont des constructions sociales que de dire que la femme serait pas open pour le sexe. C'est une aberration, ça. Il y a pas de différence sur les comportements de désir entre hommes et femmes. C'est la société qui a mis la femme dans un certain statut, c'est-à-dire pas trop sexuellement active, reste bien sage, ne couche pas trop par là et par là, parce que sinon tout de suite on a une connotation très négative de la femme, mais parce que ça c'est culturel. Mais la femme en soi, elle n'a pas de raison d'avoir moins, plus, enfin, c'est fonction de notre personnalité, de notre tempérament, d'avoir plus ou moins de désir. Et l'homme aussi, lui, il peut avoir du désir ou pas. Ça aussi, ça a changé. C'est l'ultra tabou. Ce sont les hommes qui ont peu de désir et qui viennent consulter. Enfin, ils viennent exprimer le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans les images actuelles de la société, qui les mettent dans des statuts de prédateurs. Ils sont toujours à l'affût, toujours en vie de sexe. Ça, c'est des aberrations. Mais c'est très véhiculé par, effectivement, notre société. Ce sont des fausses croyances. Je ne m'arrête pas, Céline, vous avez vu? Ah oui, c'est passionnant, vous et du coup, comment ça peut se passer concrètement, donc ce suivi? Donc par exemple, là, tu as un patient qui arrive, un homme, oui. Qui te fait part un petit peu de tout ça et qui est un peu perdu. Et quels sont un petit peu les outils comment ça se passe, en fait? Alors, parler d'outils dans une période aussi changeante, dans cette mutation de nos comportements qu'on connaît aujourd'hui, eh ben, on en a peu, puisque tous nos manuels, ils sont obsolètes maintenant. Il faut tout remettre à zéro, parce que nos comportements, nos règles, entre guillemets, et nos nouvelles injonctions ont changé. Donc quand ils viennent, eh ben, déjà il faut les rassurer. De toute façon, aujourd'hui, nos concitoyens sont complètement
dans une phase anxieuse. Anxieuse parce qu'on n'a plus de normes, on n'a plus de repères, on n'a plus de cadre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, et trop justement chercher cette quête, ça va être peut-être une autre discussion, mais cette quête de la liberté à tout prix, faire tout ce qu'on veut et le plaisir à tout va, a vraiment déstructuré nos relations et nous faire sentir de plus anxieux. L'être humain ne peut pas fonctionner sans un minimum de cadre et de référence. La liberté à tout prix, nous n'avons pas été conditionnés à ça. Il ne faut pas oublier que le plaisir, il a été mis en place pour notre survie, pour répéter des tâches qui sont importantes pour notre survie. Par exemple, le plaisir de manger. Alors bien sûr, il ne faut pas trop le développer comme on voit aujourd'hui, mais il était là pour répéter quelque chose qui va permettre votre survie. La sexualité, c'était la procréation, n'oubliez pas à l'origine, et c'était d'avoir des enfants. Donc on a un plaisir pour répéter cette tâche, pour justement pouvoir effectivement faire des bébés. Donc il y a le plaisir qui était là pour une fonction, et aujourd'hui, on a désynchronisé le plaisir de la fonction. Il est aujourd'hui le plaisir que pour le plaisir. Et ça a radicalement changé. Et du coup, on a des demandes et de l'anxiété par rapport à ça. Parce que du coup, comment Céline a avoir du plaisir aussi facilement maintenant? Puisqu'on cherche que le plaisir, c'est devenu le but. D'ailleurs, c'est la plus grande stupidité, c'est de mettre un objectif à notre relation sexuelle. Il faut au contraire se laisser aller et on verra bien ce qui se passe. On est là pour se faire du bien. Mais quand vous mettez un objectif qui est, il faut absolument du plaisir, absolument un orgasme, vous êtes foutu, Céline. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument recadrer des choses, parce que les gens sont perdus et consultent par anxiété. Et on a tout à reprendre en fait. D'abord les rassurer, après leur dire écoutez ce que vous dites, mais ça fait référence à quoi? Ah mais ce que disent les médias, tout ça. Il faut tout recadrer, parce qu'il y a beaucoup d'inepties, de stupidité, on peut le dire, qui sont véhiculées, des fausses croyances qui perturbent les gens. Et surtout, aujourd'hui, notre jeunesse, vous savez que notre jeunesse, elle est hyper anxieuse, pour plein de raisons. Mais les consultations des jeunes a augmenté de 30%. Être médecin sexologue, c'est savoir le maximum d'infos sur votre vie en général. Pas votre vie que sexuelle. Au contraire, le sexe dit que vous avez un problème quelque part. Donc en fait, moi je trouve qu'on est plutôt Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'on va chercher où se trouve le problème, d'abord. Et ça, il faut que les gens comprennent, parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas nous dire ce qui se passe à la maison, par exemple. Notamment dans les violences conjugales. Non, il ne faut surtout pas dire. Alors, vous savez qu'un des motifs de consultation d'une femme dont on va découvrir les violences conjugales, c'est quand même de venir pour un trouble du désir. Parce qu'elle se dit, si je retrouve du désir, mon mari sera plus satisfait. Je vous donne un exemple de toutes ces choses qu'on voit. Hein. Je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis simplement, vous venez me consulter en disant, j'ai pas de désir. Et au fur et à mesure de la conversation et de ce que vous consentez à me dire, je vais trouver que vous êtes victime de violence, par exemple. Et ben, elle n'a pas conscience de la relation entre ce manque de libido, pas forcément, bien sûr qu'il y en a qui savent, d'autres pas, mais entre ce manque de libido et la qualité de leur relation avec son époux. Vous voyez, il y a tout ça à jouer et à chercher. Donc une fois qu'on sait tout ça, on laisse la personne un peu digérer tout ce qu'on dit, parce qu'elle ne s'attendait pas à toutes ces infos qu'on va dire sur leur vie, les dysfonctionnements sur la vie, et après on va essayer de travailler comment l'aider. Alors bien sûr, nous, les médecins sexologues, on travaille beaucoup avec les thérapies comportementales, les techniques de thérapie, puis moi beaucoup sur l'émotionnel, ça c'est vrai. Chaque thérapeute et sexologue a ses techniques à lui, et effectivement aussi, des fois on a besoin d'utiliser des médicaments. Par exemple, la dysfonction érectile chez l'homme. Difficile maintenant que tout le monde sait qu'il y a des molécules, de la pilule bleue, de ne pas leur donner. Ou pour les femmes maintenant qui ont des problèmes de sécheresse et qui sont ménopausées, maintenant on a des nouvelles thérapies. C'est ça qui est chouette dans la médecine sexuelle, qui est une discipline récente, c'est qu'aujourd'hui on a une évolution en matière de thérapie qui est énorme. Par exemple le laser vaginal, les injections d'acide hyaluronique pour le vagin, pour les femmes qui ont des douleurs à la pénétration. Enfin, on a beaucoup de possibilités. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre la consultation. Alors vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, mais non, je prêche pour la libération des tabous, pour que vous me parliez de votre sexualité autant que vous me parlez de votre hypertension ou votre hypothyroïdie. C'est rendre les choses fluides et dans une relation de confiance, ce qui est la base du consentement. Me révéler votre intimité, c'est quand même me consentir à me dire quelque chose d'intime, qui vous touche beaucoup. Il y a tellement de choses qui se mettent en jeu dans une consultation, c'est important. C'est pour ça que c'est un métier passionnant. Tout à fait. Et du coup, par rapport au consentement, oui. Comment déjà le définir et puis le mettre en place, que ce soit dans une relation de couple ou dans un one-shot Tout à fait. magique.
Alors là, on est parti pour vraiment un gros développement de processus qui se met en jeu. Le consentement, déjà, on choisit une thématique là, qui est hyper difficile. Vous allez voir pourquoi. Parce que le consentement, vu tout ce qu'on entend, il y a beaucoup d'aberrations. Le consentement, c'est pas qu'une question de oui ou non. Le consentement est vraiment un des processus qui montre à quel point les relations entre personnes sont à la fois compliquées mais aussi simples. Le consentement, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Qu'on doit apprendre grâce à quelque chose qu'on aurait dû développer dans notre société et qu'on a complètement négligé. C'est le développement. Vous savez que l'être humain il est extrêmement vulnérable parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre. En plus, son corps va se développer. Mais par exemple, les choses qu'on a bien compris dans notre société, c'est d'apprendre à marcher, à manger. Et le langage. Pourquoi je prends le langage? C'est très similaire du développement de l'approche sexuelle. Là où je veux en venir, c'est que le langage, c'est pareil. Je vous parle, je décode des choses. Il y a le verbal, le non-verbal, mais vous avez des processus cognitifs, des pensées, mais comme le consentement, c'est pas qu'une action cognitive. C'est pour ça que les aberrations, c'est de dire, mais il suffit de dire non, il suffit de dire oui, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est, vous allez avoir une interaction avec quelqu'un. Donc d'abord, si on veut être dans l'idéal, allez, je vous propose d'être chez les bisounours. Chez les bisounours, vous avez appris, comme vous avez appris le langage, vous savez, tout le monde, quand vous avez un bébé, le langage, oh c'est beau, il dit papa, il dit maman, et puis il va apprendre d'autres mots, oh Dieu c'est fantastique. Et puis, si vous avez des problèmes, tout de suite on va vous dire orthophoniste, orthoptiste. Vous voyez, on a une importance. Et le développement, le plus important pourtant, un des plus importants va être, c'est le développement relationnel, puis affectif, puis sexuel, qui est progressif. Et celui-là, on n'en parle pas, ou difficilement. Les choses bougent, parce que vous voyez bien qu'il y a des choses qui bougent sur l'éducation et la sexualité. Là où je veux en venir, c'est que d'abord, on apprend à avoir une interaction avec quelqu'un. Vous allez voir le consentement, je suis jamais hors sujet. Vous allez voir, donc je commence déjà, vous me dites consentir. Mais d'abord, il faut que j'entre en relation avec vous. Céline, prenons un exemple aujourd'hui. Vous m'avez dit, faites une interview, faites un podcast avec moi. Vous ne m'écrivez pas tout ça fait comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Elodie, donc un autre membre de votre équipe, que je connais très bien, avec qui j'ai une relation de confiance. Essayez de bien suivre le processus. Elle me dit, va faire un podcast avec l'équipe, là. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, je les connais bien, ils sont super. Vous voyez? Donc je me mets en sécurité. Il faut comprendre que vous êtes dans le monde reptilien. Le monde reptilien, il vous commence par vous sécuriser. Donc, Elodie m'a sécurisé sur vous. Puis après, je vous rencontre et je dis, voilà, tiens, je la trouve sympa, on peut parler, je vous donne, en fait, des consentements. Par exemple, je commence par dire, on peut se tutoyer. Avant, mais c'est maintenant beaucoup, les nouvelles générations le font plus, mais pourtant, ça en disait beaucoup. C'est-à-dire qu'on se disait, est-ce que je peux t'appeler par ton prénom? Puis après, est-ce que je peux te tutoyer? Alors aujourd'hui, tout ça est remis en question, je suis bien d'accord. Mais c'était des processus d'approche. Quand vous me dites, est-ce que je peux t'appeler par ton prénom? Je me rapproche de vous dans la relation. Est-ce que vous comprenez? Après, vous m'avez dit, est-ce que je peux vous tutoyer? Eh ben, vous avez vu, on se rapproche encore. Je suis pas loin encore de là où on va aller. Donc là, je commence, je suis en relation de confiance avec vous. Vous voyez, le mode relationnel, j'apprends à rentrer en relation avec vous. Une fois que je suis en relation avec vous, je vais me dire, mais elle est sympathique, Céline. Donc là, je vais me permettre d'être plus intime, plus affective avec vous. Affective, ça peut être une relation amicale. Vous savez, on fait tous ça. Ah, celui-là est sympa, et celui-là, je peux pas le blairer. Donc je m'intéresse pas à lui. Ce qui m'intéresse, donc je mets de l'émotion dans mon approche. Alors, c'est là qu'il faut comprendre l'histoire d'interaction, il y a l'action et l'émotion. Et donc je me dis, elle est sympa, donc je voudrais la voir, poser un pot avec elle, et là, je suis en confiance. Je suis intéressée, je suis motivée de vous revoir et tout ça. Mais il y a aussi autre chose, pour aller juste à vos consentements, parce qu'on est bien d'accord, le consentement, ça peut être dans différentes actions, consentir à faire une tâche pour le boulot. Mais là, nous sommes dans la thématique sexuelle, on est bien d'accord. Donc je vais y arriver. Donc vous voyez, j'ai fait mon mode relationnel, puis après, j'ai fait le mode affectif. Vous voyez, deuxième niveau. Troisième niveau, maintenant, je vais éventuellement me dire, elle m'intéresse sexuellement. Et ça, c'est pas moi qui choisis. Il y a tout un processus au niveau du cerveau, avec des zones qui s'activent, qui se désactivent, et un comportement qui va se faire, et là commence la drague. Vous voyez tout ce processus, pourquoi je vous le décortique? Parce que c'est là que va arriver le consentement, au bout de la chaîne d'action. Et là, mon consentement, il sera éclairé, libre. Pourquoi? Parce que je te connais. On a déjà fait des choses ensemble. Parce que je suis en sécurité avec toi. L'espèce humaine a mis tous des processus de survie dans nos échanges. Et ça, c'est un développement. On l'apprend au fil du temps. C'est pour ça que l'éducation à la sexualité disait d'apprendre déjà le mode relationnel à la maternelle. Si je ne sais pas communiquer avec vous,
Comment vous allez me sécuriser? Je vais être la proie de tous les prédateurs du coin puisque je ne sais pas rentrer en communication. Donc l'important, c'est de comprendre ce développement relationnel, affectif et sexuel que nous allons avoir dès la naissance jusqu'à notre mort. Puisque nous allons avoir d'autres partenaires vieillissants et à chaque fois, on va être là à les connaître, à consentir des relations avec eux. C'est toujours une histoire de continuum. Et ça, on ne nous l'a pas appris. C'était le but de l'éducation à la sexualité, mais qui vraiment n'a pas eu de chance. Sur tous les plans, parce qu'elle n'a pas été soutenue par nos politiques, parce qu'on a mis un mauvais terme. Parce que l'éducation à la sexualité, ça veut dire qu'on ne parlait que du bout. C'est-à-dire qu'on parlait du principe qu'avoir une activité sexuelle, c'est un interrupteur. Complètement absurde. C'est une histoire, c'est un continuum. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais vous êtes de la vieille école, vous connaissez les gens, puis il y a des personnes qui veulent que des plans cul, par exemple. C'est-à-dire qu'eux, ils vont squeezer l'étape relationnelle, l'étape affective. Ils vont direct au sexe. Donc vous êtes bien d'accord que dans mon concept de survie de l'espèce, vous prenez beaucoup plus de risques, Céline. Parce que vous ne connaissez pas la personne, parce que vous n'êtes pas mise en sécurité avec elle. Donc c'est là qu'on va avoir énormément de problèmes de consentement. Vous allez me demander si je veux coucher avec vous, alors que je ne vous connais pas, Céline. Vous ne m'avez pas sécurisé. Est-ce que vous comprenez? Le consentement, c'est pas oui ou non. C'est qu'est-ce qui se joue avec vous à ce moment T. On a tous les droits de coucher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et tout. Je dis juste que ça va poser problème, votre consentement va être plus difficile à éclairer et être libre. Parce que je vous complique pas la chose. Je vous mets encore plus ce facteur difficile qui est l'émotion. Parce que si vous faites que les plans cul, mais c'est le sentiment. Ça, c'est la moelle maintenant. Aimer, c'est trop souffrir. Ça, c'est des consultations, Céline. Tiens, je viens parce que j'ai pas d'orgasme. Je veux coucher, mais sans émotion. Comme ça, je souffre pas. Si vous couchez sans émotion, vous êtes plus dans des risques de non-consentement. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle propulse une action, elle donne du sens à l'action. Je couche avec vous, mais je ne sens pas grand-chose, je vais pas avoir un acte sexuel super ouf. Parce que la survie de l'espèce, le monde reptilien, mettez des émotions à votre acte sexuel pour que vous ayez une meilleure sensation et que du coup, vous restiez plus avec cette personne le temps de faire un bébé et de pouvoir évoluer avec ce bébé. Donc là, ce qui se joue dans le plan cul, vous avez plus de risques de consentement non éclairé ou non libre parce que vous ne connaissez pas trop l'autre personne. Donc vous prenez des risques. Alors après, vous allez me dire, il y a les consentements avec quelqu'un que je connais bien, mais je m'alcoolise, je prends une drogue. Donc là, vous êtes bien d'accord. Mon approche avec la personne est faussée par la consommation des drogues. Donc, dans le processus de consentement, il y a une logique. Donc, vous ne pouvez pas parler de consentement éclairé. Vous êtes dans une interaction qui n'est pas claire, qui est confuse. Donc non, je ne peux pas, même si je suis sûre de moi. Il y en a plein qui me disent « Non, mais l'alcool, je le tiens bien. Docteur, je le tiens bien. Je suis au clair. » Non, c'est pas au clair. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ça a dégénéré. Vous vous plaignez d'avoir eu des relations, finalement, que vous ne vouliez pas. Parce que finalement, la personne ne vous convenait pas, elle avait une attitude qui n'était pas prévenante auprès de vous, pas respectueuse. Mais le respect ne peut s'établir que si vous établissez une relation avec quelqu'un. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc derrière le consentement, vous avez vu tout ce qui se met en route. C'est pas que oui ou non. C'est la charge émotionnelle de ce qui se passe et la qualité de la relation que vous avez établie avec la personne. Je peux continuer, c'est sûr que je m'arrête jamais. Mais il faut comprendre que le consentement, ce n'est pas simple. Et que l'émotion, et surtout quand vous êtes amoureuse, pour en revenir à d'autres problèmes sur la violence sexuelle, quand vous êtes amoureuse, vous savez que l'amour, c'est quand même un processus où le cerveau est en train de vous manipuler à mort. Ah, il active certaines zones. Vous savez, le proverbe qui dit l'amour rend aveugle. Vous savez, quand vous êtes médecin sexologue, ça finit au bout de quelques années. Moi, je dis l'amour rend aveugle, sourd et muet aussi. Parce que vous êtes complètement dans un état confusionnel. Et donc, du coup, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des relations, des violences sexuelles au sein du couple, parce que vos consentements, il n'est pas du tout, fiable. Parce que vous êtes chargé d'émotions dans cette relation. Et du coup, c'est ce qui arrive à certaines femmes qui vous disent « Ouais, mais mon mari, au début, je veux, puis après, je veux plus !» Ou le mari est convaincu que vous étiez consentante. Et du coup, non, il n'y avait pas vraiment de consentement. Parce qu'il y a une confusion émotionnelle. Il y a des actes qui se mettent en jeu, qui rendent les choses difficiles. C'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer au sein du couple. Puisque vous avez cette relation avec un couple durable, par exemple. La première étape relationnelle, elle est validée. La deuxième, affective, elle est validée. On se connaît depuis 20 ans, machin. La troisième sexuelle, elle est à valider à chaque fois, selon mon état d'esprit avec toi. Si tu m'as emmerdé toute la journée, j'ai pas trop envie de toi, par exemple. Donc vous voyez, le consentement est calé à la relation, la qualité de la relation, la qualité de l'affection que vous avez à l'autre, et après, la qualité, oui, de ce qui se passe sexuellement aussi. Il faut du respect, il faut de l'échange, et à tout moment, être à l'écoute de l'autre. C'est pas simple. Mais ça peut être très simple si vous avez compris la base du monde primitif, du monde reptilien. Je dois être dans mes besoins, mes sensations et le respect. Pas facile, hein.
Pas facile. Mais ça peut l'être si on garde. Dans le monde primitif, il y a une logique du bon sens à tout. Si tu m'as cassé les pieds toute la journée, Céline, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Et donc, même si tu vas dire, ouais, mais on est ensemble, on est gosses, faire le truc, c'est une forme d'obligation de sexualité au sein du couple. Eh ben non, j'ai pas envie de toi. Aujourd'hui, notre type de relation n'a pas été satisfaisante. Donc, réglons nos problèmes, et après, nous pourrons avoir un consentement sexuel qui est éclairé, qui est libre, et qui permet de s'épanouir. C'est toujours à remettre en jeu dans notre relation. Mais la base, vous avez bien vu, sécurité, respect, confiance. C'est important pour votre comportement et pour avoir un consentement qui va dans le sens. Et éviter les violences sexuelles. Parce que si vous faites toutes ces étapes, vous êtes respecté, vous êtes entendu, il n'y a aucune raison que vous soyez victime de violences. Ou que vous soyez agresseur. Et du coup, ça peut être quelque chose de fréquent comme le type de consultation au sein des couples déjà notamment. Ouais, c'est un truc incroyable, mais ça montre l'influence des médias et des réseaux. C'est qu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu début de carrière. C'est que les gens viennent me dire, est-ce que mon comportement peut être jugé comme une violence? C'est-à-dire qu'il y a des doutes, notamment chez les gens qui ont beaucoup de libido, beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie, ou qui sont tout simplement très amoureux de l'autre. La charge émotionnelle est forte. Ils ont des comportements, des fois, vous savez, dans le syndrome de l'amoureuse, que j'appelle, on est très... Ah, je t'aime, j'en veux de toi, On peut perdre la tête. Encore une fois, le cerveau peut déconnecter, activer d'autres zones du cerveau, et donc du coup... On n'est pas dans un vrai état, on peut avoir toute notre raison, nos logiques habituelles. C'est pour ça que accuser les agresseurs de choses immondes aussi, c'est pas pour leur pardonner. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des états émotionnels dans votre vie qui peuvent vous sembler, une fois l'émotion retombée, être pas vous-même, ou que vous avez dit, purée, là, j'ai déconné. On n'est pas grand-chose, les humains. Il faut quand même être extrêmement humble. Des fois, avec l'émotion, on peut faire tout et n'importe quoi, c'est vrai. Mais déjà, dans l'amour, on peut être trop pressant. Par exemple, moi, si je suis trop pleine d'envie et que je vous mets la main aux fesses tout de suite, là, comme ça, vous allez dire, attends, d'abord, approche-moi, discutons, faisons des petits bisous, vous voyez? Approche relationnelle, affective et sexuelle. Hein, parce que ça, c'est très fréquent dans les consultations. Ces hommes qui, on leur reproche de mettre tout de suite la main aux fesses, la main au sein, donc les zones sexuelles, alors même que la compagne, la partenaire ou le partenaire, il n'est pas encore disposé. Et ça peut être interprété comme une agression, alors que la personne est dans sa pulsion. Il faut juste apprendre, encore une fois, il faut apprendre. Et c'est là vraiment l'enjeu de notre société, si on veut éradiquer certains fléaux, il faut apprendre à communiquer, à être en relation. C'est un apprentissage. Et ça, c'est à chaque fois, et notamment si vous changez de partenaire. Donc vous voyez, il faut d'abord vous approcher. Il y a les violences au sein du couple, bien sûr qu'elles peuvent être. Parce que, justement, je crois que tu m'aimes et que tu vas me permettre plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir eu des soucis, j'ai pas envie de toi. Pourtant, je t'aime, c'est pas le problème. Vous voyez, à chaque fois, c'est vrai que cette histoire de consentement doit être mise sur le tapis. Mais parce que, dans nos journées, tout évolue. Et Dieu merci, sinon ça serait extrêmement plat, notre vie. Et ces émotions qui changent au fil du temps complexifient, mais rendent notre vie intéressante. Donc, c'est pas parce que je t'aime, pas parce qu'on a acheté la maison ensemble, pas parce qu'on a fait 3 gosses ensemble, que tout est permis. Tout type de chantage aussi, que nous pouvons voir, et qui font partie des violences sexuelles, c'est-à-dire... Chérie, ça fait 3 semaines qu'on fait plus l'amour, ça continue, je vais voir ailleurs. Là, vous mettez en insécurité l'autre, et c'est une forme de chantage. Et là, l'autre, il n'est pas en train de répondre avec un consentement éclairé. Parce que moi, Céline, si je compte sur vous, j'ai pas envie que vous me quittiez. Donc, je vais avoir une relation sexuelle, regardez bien, elle n'est pas consentie. Parce que tu me fais du chantage, je vais le faire, parce que je veux pas que tu me quittes. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Et vous allez me dire, oui, bah, c'était hier aussi, avant-hier. Eh ben, regardons ce qui ne va pas dans la relation, qui fait que je n'ai pas envie. Effectivement, au sein des couples, c'est souvent aussi le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à se régler avec la parole? Est-ce qu'il y a des médiations? Toujours pareil. Si la charge émotionnelle entre nous, on se dispute trop, on peut plus se blairer. Quand la charge est trop, ça sert à rien d'insister avec la conversation, la communication, puisqu'elle n'est pas productive. Vous allez juste finir par, d'ailleurs, souvent, comme j'entends, par s'insulter. Parce qu'on va crescendo, nature humaine, dans notre émotion, l'agressivité pour obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est naturel. La cortisol, l'adrénaline que vous sécrétez, elle est là pour soit fuir, soit abattre votre ennemi. Ah, ça, c'est le cerveau primitif. Donc, quand vous êtes trop énervé, lâchez l'affaire. Écoute, chérie, on va se reparler dans quelques temps, allez, quelques heures,
ou après-demain, mais parce qu'il faut absolument parler de ça, c'est important, mais on attend que ça diminue. Et si on n'est pas capable de le faire, et c'est vrai que là, il faut consulter, ça c'est la place des thérapeutes de couple, et, des médecins sexologues aussi, mais si c'est possible de diminuer l'émotion, on prend le temps. Mais pour parler de ça, il faut qu'il n'y ait pas les enfants autour. C'est-à-dire que dans les communications qui sont difficiles, et notamment celles sur les violences, de ce qui se passe, parce qu'il y a les violences psychologiques, il y a plein de choses qui peuvent dysfonctionner. Ça va pas. Il faut régler le problème. Il faut choisir un bon moment, un bon endroit pour parler. Et bien sûr, ne pas être dérangé. Il n'y a pas que les mots, il y a la situation qui va vous permettre d'échanger calmement. Et se dire, écoute, je sais que tous les deux, on s'entend pas et je sais qu'on peut vite s'énerver. Vous avez le droit d'être impulsif, ou comme moi, les latinos, souvent on explose. On sait qui on est, on s'adapte à l'autre et à soi. Et on se dit, voilà, maintenant on va dire des choses difficiles, qui nous sont difficiles. Voilà, j'aime pas ce que tu fais par rapport aux enfants, ou dans notre vie, ou alors je n'aime pas du tout. Ça, il y a beaucoup de sujets de communication dans les consultations autour de ça. Je n'aime pas comment tu viens m'exciter, en fait. Ça s'apprend. Surtout ceux qui ont été formatés porno, vous savez, il n'y a pas de préliminaire, c'est direct au grain, comme on dit. Là, il faut dire, attends, je n'aime pas, t'approches, tout de suite tu me touches trop proche, c'est pas, ça me met en retrait, moi. Tu vas dire, ouais, mais j'aime pas que tu joues la prof. Vous voyez, vous allez communiquer. Et vous allez vous adapter. Et là, vous dites, bon, ok, j'ai compris. D'accord, je vais faire des efforts. Voilà. Ça, c'est dans l'idéal des personnes qui ont une bonne communication. D'autres n'ont pas tous les outils de communication. D'autres sont très dans l'émotion. Et ceux-là, il faut qu'ils consultent, c'est clair. La tierce personne, souvent, ne fait pas grand-chose. Fait juste que descendre le niveau émotionnel, en fait, et permettre à la communication. Est-ce que les perceptions du consentement, elles diffèrent selon les hommes et les femmes ? Et oui, Céline, la sexualité, elle interfère avec tout. Je vous avais dit, avec le parti biologique, psychologique et l'environnement. Et dans l'environnement, il y a la culture, il y a la religion, il y a en fait la société et sa morale, et aussi, effectivement, si on est dans une société patriarcale ou différente, ça va bien jouer, puisque on est imprégné du fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est totalement construit et erroné, hein, que l'homme serait bourré de désir et d'envie, et donc du coup, on inculque finalement, l'homme est toujours dans cette quête, et c'est lui qui effectivement chercherait toujours les relations, donc c'est établi qu'en fait, c'est un peu évident pour un homme d'obtenir en fait que la femme soit consentante. Il y a cette histoire très genrée encore, très dangereuse encore, où effectivement l'idée serait que c'est mon mec, c'est normal, moi comme je l'entends surtout les femmes justement. Les violences, dans ce qui concerne les violences au sein d'un couple, d'une relation de couple, c'est que cette femme, cette idée de devoir conjugal, Dieu merci que ça a été retiré, hein, cette histoire, mais voilà, c'est l'homme, il interprète que c'est naturel, enfin c'est assez facile d'avoir un oui en fait. Il n'arrive pas bien à comprendre, je vous ai dit, les hommes d'aujourd'hui, après MeToo, là ils commencent bien à remettre cela en question. Hein. D'ailleurs ils sont tellement perdus. Et l'idée que la femme dans le consentement, oui, dans sa tête, oui, mais c'est mon homme, je vais le perdre. De toute façon, voilà, ce que j'entends le plus, vous savez, les hommes, ils ont beaucoup de besoins, c'est normal, sinon ils sont pas bien, ils sont grognons, ils sont insupportables. C'est l'idée que finalement, il faut consentir. Il faut dire oui. Même si tout le reste ne va pas. Donc il y a quand même des conditions où c'est l'homme qui a des besoins, la femme qui doit y répondre. Et donc ce consentement, vous voyez, dans cette charge émotionnelle et ces fausses croyances et cette société patriarcale qui satisfait l'homme en gros. Donc le consentement, il doit être logique, sensé. C'est juste aujourd'hui à remettre tout ça à plat. Et c'est pour ça que dans ce que je trouve intéressant, dans ce qu'on entend sur les conseils sur le consentement, c'est d'arriver à se dire que finalement, le consentement, il doit être gagné. C'est-à-dire que toute approche, qu'on soit homme ou femme, on doit penser d'abord que l'autre n'est pas d'accord. Alors que jusqu'à maintenant, on pensait, c'est évident, elle est d'accord, on fonce. Il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de probabilités pour que ça soit d'abord un non. Je dois gagner sa confiance. Je dois la séduire. Séduire dans le bon sens du terme. Hein. Pas dans la séduire dans le terme manipulation. Je dois la séduire, lui plaire. Je dois la conquérir dans le sens affectif. Phase 2. Et pas dans le sens imposé. C'est pas une forme de violence psychologique à imposer. Je vais te montrer qui est l'homme,
tu sais, je suis mec, c'est normal. Non, c'est pas normal du tout. T'as des besoins, voilà, c'est tout. Moi, je dis toujours, c'est pareil, vous savez, les appétences sexuelles, il y a des gens qui ont des grosses libidos, des autres petites, et ça, c'est autant valable chez l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Je leur dis, c'est pareil que si vous me dites, je vis avec un homme ou une femme qui a un gros appétit alimentaire. Donc, c'est pas parce que il bouffe tout le temps, il me parle des courses, faire à manger, des nouvelles recettes, il me parle de bouffe tout le temps, que moi, je vais tout le temps être avec lui, à manger avec lui, à parler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'adapter à l'autre. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont des gros appétits alimentaires, des autres qui sont des gros dormeurs, des petits dormeurs. C'est comme les petits dormeurs qui disent « Ah, mais t'es toujours en train de dormir, qu'est-ce que c'est ça ?» Vous voyez, vous n'imposez pas votre rythme à l'autre. Donc, dans la sexualité, c'est pareil. J'ai de la libido, je ne t'impose pas, et donc, je n'ai pas, on va dire, cette construction de la société qui disait donc, l'homme est demandeur, donc le consentement, il est genré, c'est-à-dire, donc la femme doit dire oui, parce que l'homme, il est fait pour ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, puisqu'il y a des hommes très mal, qui vivent très mal aujourd'hui, le fait d'avoir peu de libido, de ne pas se reconnaître dans ce modèle-là. Ils sont pas bien, comme des femmes ne se reconnaissent pas en cette femme qui a jamais de libido, elles sont sexuellement actives, et le malheur veut que justement, comme c'est pas dans notre société convenable qu'une femme ait du désir, on va leur mettre des noms, vous savez, elle est cougar par exemple si elle a plus de 40 ans, c'est une nymphomane, et les mecs, ce sont des étalons, vous avez vu cet homme, il est sexuellement un coureur du jupon. On va valoriser l'homme avec son désir, et la femme avec son désir, ça c'est une construction sociétale qui justement a poussé cette histoire de consentement genré. C'est-à-dire que c'est évident, c'est l'homme qui pousse, tu dois dire oui, quoi. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire et qui ne peut l'être que si nous avons un programme de qualité ambitieux sur le développement relationnel, affectif et sexuel. Et du coup, quand par exemple tu vas recevoir un patient et il va justement avoir plein de doutes et se questionner sur comment faire, sur les questions de consentement. Est-ce qu'il y a des signes, donc évidemment si la personne ne dit pas non, si c'est pas aussi simple que ça, est-ce qu'il y a des signes qui permettent de savoir que la personne avec qui il couche n'est pas consentant, quels seraient un peu les conseils par rapport à ça? Bien sûr qu'il y en a, puisque je vous ai dit que c'est pas juste une action cognitive, c'est-à-dire oui, non, on y va, action, c'est émotionnel. Et dans l'émotionnel, par exemple, vous allez voir, déjà vous êtes censé avoir entendu s'il y avait déjà oui, un non ou rien du tout. J'enlève cette partie-là, qui est celle qu'on discute le plus, qui n'est pas la plus révélatrice. C'est le non-verbal. Et c'est la partie des émotions. Vous savez, les émotions, on les exprime, notre gestuelle. Si vous êtes consentante déjà, le regard. Vous n'avez aucun problème. Si vous êtes dans une relation de sécurité avec quelqu'un, aucun problème pour lui regarder dans les yeux, par exemple. Et puis après, sourire, parce que là, si vous dites oui, on va s'amuser, quoi, en gros. Donc si on va s'amuser, je souris, je déconne, je suis active, je participe, je montre mon excitation, je montre mon désir, j'interagis. La relation sexuelle, c'est une interactivité, bourrée d'émotions et de plaisir, d'accord? Parce qu'il y a de la dopamine, vous savez très bien, il y a ces molécules qui me passionnent, qui y rentrent en jeu. Si vous ne consentez pas, si en fait c'était pas tellement consentant, ou si c'était oui au départ, et puis c'est puis oui et c'est non après. Déjà, quelqu'un par exemple, qui n'est pas à l'aise pour dire non, parce qu'elle a une mauvaise estime de soi, parce qu'elle est sous emprise, parce qu'elle sait que son homme ou sa femme, attention, parce que vous savez qu'il y a des violences sexuelles au sein, des femmes peuvent en faire aussi, je vais déjà être mal à l'aise. Mal à l'aise, non-verbal et évident. J'arrive pas à soutenir votre regard. Quelqu'un qui a une estime de soi défaillante, il n'y arrive pas. Il se sent tout de suite rabaissé en dessous. Il se sent tout de suite mal à l'aise. Mon visage, est-ce que j'éclate de bonheur? Je suis là, plus figé, plus prostré, plus fermé. L'ouverture. Là, on va faire l'amour, super. Et puis, ferme. Comment je vais me dépêtrer? Comment je vais faire? Parce que si je lui dis non, il va encore gueuler, il va être désagréable. Vous voyez, là, vous fermez, vous vous enfermez, et puis vous n'allez pas trop participer. Souvent, les gens me racontent, c'est l'étoile de mer, vous voyez. Vite que ce soit fini. Vous participez pas. Et votre plaisir, est-ce qu'on entend votre plaisir? Est-ce qu'on le ressent? Non. Donc, il y a tout ce qu'on veut pour exprimer le non-consentement. Mais après, est-ce que je veux le voir? Si c'est moi qui suis bourré d'hormones, là par exemple, tout de suite j'ai beaucoup d'envie, et je suis dans mon excitation, et je suis très égocentré, et je suis conditionné par le porno. Le porno c'est quoi? C'est moi et rien que moi. L'autre n'est pas intéressant. L'autre c'est juste un moyen d'obtenir mon plaisir. Donc en fait, je n'ai rien à fiche de ce qui se passe sur l'autre.
Je ne m'intéresse pas à l'autre. L'autre me permet d'avoir du plaisir. Le sexe, c'est quelque chose qui nécessite, dans les accès au plaisir par exemple, qui nécessite l'accord de l'autre. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que pour avoir du plaisir, j'ai besoin que tu sois d'accord. C'est pas la même chose que des jeux vidéo où je me débrouille toute seule, où je vais chercher d'autres plaisirs tout seul. Par exemple, manger. Mais dans le sexe, j'ai besoin de l'autre pour mon plaisir. Si je suis complètement égoïste, j'ai besoin de toi, mais en fait, je m'en fous de toi. Donc, ce que tu exprimes, ce que tu veux me dire, je m'en fous. Donc, ces personnes-là qui sont dans ce truc, et c'est pour ça que le conditionnement pornographique, d'apprendre dans ce développement que je vous ai dit primordial de l'individu, le niveau 3, d'apprendre à avoir des relations sexuelles qui ne soient que basées sur du porno est catastrophique. Le porno a enlevé le premier niveau relationnel, le deuxième niveau émotionnel, il est que dans le troisième niveau. Il est catastrophique. Du coup, j'en ai rien à foutre de ce que tu exprimes. Donc, je ne vois même pas, ou je peux le voir, les pervers le voient bien, ou je ne vois même pas, puisque je ne m'intéresse pas à toi, que tu n'es pas en train de consentir. Parce que si je te regarde bien, tu prends aucun plaisir à ce qui se passe. Tu ne bouges pas. Tu es juste en train d'attendre que ça se finisse. Vous voyez, ça, c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est le consentement. Il y a plein de choses qui vous montrent que vous n'êtes pas consentante. Encore faut-il que vous soyez intéressé par l'autre. C'est pour ça que dans tout l'apprentissage qu'on a à faire, surtout avec nos enfants, s'il y a des parents qui nous écoutent, s'il vous plaît, accordez autant d'importance à l'apprentissage de la relation avec l'autre que pour le langage, que pour marcher, que pour manger. Vous devez y accorder une importance super importante parce qu'elle va conditionner tout l'avenir de votre enfant. De son avenir avec l'environnement, de son accès au plaisir, puisque la sexualité, c'est quand même un signe de bien-être dans la survie de l'espèce. Être bien, être satisfait, être sécurisé, c'est les clés de notre survie sur Terre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut apprendre à nos enfants à avoir une relation avec les autres. C'est la base numéro 1 de l'éducation à la vie relationnelle, et qui s'apprend dès la maternelle. En fait, qui s'apprend dès qu'on est en groupe, mais qui s'apprend aussi déjà avant avec ses parents. Donc, s'il vous plaît, les parents qui sont focalisés sur leur écran, ils ont déjà le mode relationnel qui commence à défaillir. Parce que déjà, leur bébé, les jeunes enfants, n'ont pas l'habitude de voir leurs parents s'intéresser à eux, rentrer dans leur relation avec eux. Donc, vous voyez, ça commence là, au tout début, et toute votre vie, c'est un continuum, va jouer sur cet apprentissage et qui vous permet d'avoir une belle courbe de développement, une belle courbe d'appréciation de votre vie, de votre bien-être, de votre vie relationnelle, professionnelle, tout s'impacte sur votre santé. Vous savez que ça va jouer sur votre santé générale et que ceux qui malheureusement vont subir des impacts sur ce développement, de la même façon pour le langage, vous attrapez malheureusement une méningite à 3 ans, vous savez que votre enfant peut développer des troubles du langage. Et bien, si moi, je suis abusée à l'âge de 3 ans à 4 ans, je vais avoir mon développement relationnel, affectif, sexuel défaillant. Et ça, c'est aussi avoir une mauvaise santé et avoir une vie plus courte en termes de quantité de vie. C'est vraiment important de voir l'importance de cet apprentissage. Et du coup, par rapport à ces impacts, on va dire par exemple dans une vie d'adulte, de jeune adulte ou d'adulte plus âgé, ça impacte quel type de domaine? Donc ça impacte la santé générale du coup? Ça impacte tout. Parce que tout est relié dans le monde de la sexualité, puisque ça impacte votre relation à l'autre, ça impacte tout ce qui va être affectif, les liens amicaux, les liens professionnels et tout ce qui va être sexuel. Comme ça impacte des choses importantes et que lors de la violence sexuelle, surtout si elle est répétée, c'est le problème des violences au sein d'un couple, c'est qu'elles sont répétées, mais elles peuvent aussi être répétées pendant l'enfance. Vous déviez votre courbe d'évolution dans votre vie, c'est un continuum. C'est-à-dire que moi, plus je vais subir une violence jeune dans mon développement, par exemple à 2 ans, à 3 ans, plus ma courbe va s'infléchir vers le bas et va s'écourter. Plus j'ai de problèmes de santé, de relation à l'autre, et aussi de maladies chroniques, et une vie plus courte. Vous savez que les gens qui sont victimes de violences, surtout répétées, et très jeunes, perdent en espérance de vie, en années de vie, en fait. C'est pour ça que c'est terriblement injuste, parce que ceux qui sont violentés n'auront plus jamais une vie identique à quelqu'un qui a été préservé. Et c'est vraiment le truc qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça aussi que je ne cesse de me battre pour la prise en charge de ces personnes, puisque c'est essayer de rétablir au mieux un développement bancal. Comme quelqu'un, encore une fois, qui a eu une méningite, qui a eu des zones du cerveau affectées, et qui toute sa vie va entrer dans le monde du handicap certainement, va être aidé, et bien de la même façon pour ceux qui ont des impacts sur leur vie, dans leur développement relationnel,
affectif et sexuel. Mais j'aimerais quand même quelque chose qu'on ne dit pas assez, parce qu'on parle beaucoup des abus, des violences. Mais vous savez que ce n'est pas le facteur causal le plus fréquent. Et celui dont on parle très peu et qui va faire aussi impacter votre courbe de développement, c'est le manque affectif. C'est la première cause. Si je ne suis pas désirée par mes parents, si ma mère, mon père est absent, n'est pas là, ma mère ne me montre pas de l'amour, pour X raisons, la courbe déjà commence à descendre. Et quelqu'un qui est mal aimé, il va avoir des troubles de l'estime de soi. Donc première étape, mode relationnel. Je vais développer des relations aux autres avec un manque d'estime de soi. Ça commence mal déjà. Et ça, c'est déjà 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans déjà. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai plus de probabilité d'être harcelé à l'école. De plus avoir de difficultés à l'école pour apprendre, puisque je suis nulle et que personne ne me dit que je suis bien. Je prends un exemple vraiment basique. Et je ne suis pas aidée quand je rentre à l'école, parce qu'il n'y a personne quand je rentre. Ou parce que maman, papa, ils devant ces écrans, parce que c'est aujourd'hui le gros problème. L'hyperconnectivité Internet a vraiment bousculé notre relation interpersonnelle. Je suis déjà en train d'infléchir ma courbe. Par rapport à quelqu'un qui rentre, oh, les parents sont là, plein d'amour, prof particulière, je mets tous les moyens. En plus, si j'ai le bonheur d'avoir un environnement économique favorable, je vais mettre tous les moyens, je vais te mettre dans les meilleures écoles. Celui-là, il a une probabilité de développer une courbe de développement relationnel, affectif et sexuel bien plus favorable, et donc une espérance de vie et un bien-être et une qualité de vie supérieure. Tout se joue dans ce développement. Donc vous, si je commence par être pas aimé, c'est ça, Céline, le premier truc, c'est de pas être aimé, de pas aimer. Ça, c'est une grosse source de perturbation. Mais après, vous avez toutes les violences, toutes ces formes. Juste être pas calculé, par exemple. Mais après, il y a les violences. On en entend beaucoup parler, puisqu'on n'a pas appris à nos jeunes à rentrer en mode de relation avec l'autre. Il y a beaucoup de violence maintenant, mais parce que il n'y a plus cet apprentissage correct de la relation à l'autre, puis à l'affectif, puis au sexuel. Un sexologue, il n'est pas étonné de voir toutes ces violences chez les jeunes. Il n'est pas étonné de voir les violences ou les discriminations ou les harcèlements. Parce que nous, on sait que notre société ne donne plus ce cadre, ces outils à ces jeunes à se développer. Donc c'est ça qui est important. Donc voir que tout va se jouer. Et si tout se joue dès le début de votre développement, plus vous êtes abîmé. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument rétablir. Et moi, si j'étais président de la République, hein, je vous jure que je mettrais presque tous mes moyens sur ça. Parce qu'on aurait une société qui serait bien plus autonome, satisfaite et qui serait sécurisée surtout. Tout à l'heure, tu parlais dès la maternelle. Comment concrètement le faire avec des petits-enfants, aborder en fait cette éducation au consentement, à la vie affective? Bienvenue chez le monde primitif. C'est très simple. D'abord, je commence. Vous allez me dire, mais oui, c'est ce que je vois autour de moi. Déjà, on commence par dire bonjour. C'est dire, je te souhaite quelque chose de sympa. Bonjour, c'est ça. Hein. Et ça prend la maternelle. Dire bonjour. Sourire. Regardez. Leur apprendre à dire, tu demandes, tu dois respecter la réponse de l'autre. C'est comme ça le développement. Vous commencez comme ça. Et si on te dit non, tu fais pas. Je suis jamais hors sujet, vous avez vu où je vais venir. C'est la base du consentement sexuel qui est au bout de toute cette chaîne. Tu sais, moi tu me plais bien Céline, je veux jouer avec toi, viens à la maison, viens à mon anniversaire. Bonjour, tu dis merci, c'est-à-dire j'apprends à être en relation avec toi, avec des gratifications, avec du respect et de la distance. Et en même temps, si tu me dis non, donc là, tout de suite, on va commencer le dépistage et la prévention des violences sexuelles. Quand on te dit non, laisse-toi pas faire. Tu vas le dire à ta mère, à ton père, tu vas le dire à quelqu'un que tu connais bien. Tu vas lui dire, j'ai dit non au monsieur, pourtant il me touche les fesses. J'ai dit non à mon papa. Il continue. Vous allez lui apprendre à dire quand ça ne va pas. Ça, c'est le premier niveau, développement de la relation à l'autre. C'est ça la vie sur Terre. Vous développez. Donc vous commencez comme ça. Et là, vous voyez bien que dès le départ, vous apprenez le consentement, le respect de l'autre, à dire bonjour, à dire merci, à dire bonsoir, quoi, un minimum, quoi. Maintenant, on se calcule même plus. Vous êtes devant votre écran, on vous a même pas dit bonjour. Alors moi, déjà, je me plaignais qu'on disait plus bonjour, mais maintenant, c'est qu'on vous regarde plus. Pourtant, je vous ai dit que c'est important le regard pour le consentement. Donc si vous n'apprenez qu'à voir ça, regardez dans les restaurants. Mais qu'est-ce qui se passe dans les restaurants? Vous voyez les gens avec leur portable. Et ils n'apprennent plus le mode de communication. La génération Y, mais surtout la Z et la nouvelle, ils n'ont pas appris à communiquer. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de consentement aujourd'hui. Et que les jeunes ne savent plus faire. Parce que eux, ils sont pires que nous, les vieux. Eux, ils ont eu zéro apprentissage
à cause de l'entrée d'Internet, surtout de la connexion. Avec les smartphones, on est avec des écrans, avec du virtuel. On apprend de moins en moins à être en relation avec les autres. Par contre, on apprend super à manier toutes les applications sur un smartphone. Donc on commence par là, l'Internet, puis après vous allez évoluer. Regardez, je vous ai dit mode relationnel. Donc Céline, je joue avec vous, tu deviens ma meilleure copine. Mode affectif, niveau 2. Pourquoi? Parce qu'avec toi, j'ai confiance, c'est sympa avec toi, je te connais bien, tu me mets en sécurité, tu m'intéresses. Mode 2. Voilà, on est plus proche, d'accord? Donc je peux aller avec une copine, on peut s'approcher plus. On est dans sa bulle, on interfère. Puis, troisième niveau, c'est le mode niveau sexuel. Ça, c'est quand on arrive à l'adolescence, parce qu'il faut avoir les organes génitaux développés pour le faire. On est bien d'accord? C'est pour ça que tout trauma avant les périodes d'adolescence est très très dommageable pour votre santé, parce que vous n'étiez pas du tout prêt à ce qui s'est passé. Mais à l'adolescence, voilà, niveau 3 du développement. Je vous ai dit, c'est un continuum. Niveau 3 du développement, et c'est là, parce que j'ai appris qu'il fallait être respectueux, en sécurité avec quelqu'un, que je suis à l'aise avec la relation, je vais savoir séduire, je vais savoir respecter, je vais commencer à draguer. On m'a bien appris à parler le langage, j'ai appris, et si je savais pas, j'ai été aidé par les orthophonistes et l'orthoptiste, encore une fois, et ben là, comme j'ai bien appris, là je vais vous draguer. Et là je vais savoir, comme je sais que je dois respecter, et que je sais que j'ai appris à parler, à voir le non-verbal, à bien entendre le non, à bien réagir, je vais vous draguer, et là, j'ai plus de chances de déceler le consentement chez vous, de la même façon que vous, si vous avez été bien aidé dans votre développement relationnel, affectif et sexuel, vous allez aussi consentir de façon meilleure. Donc en fait, si on se base sur l'importance de l'apprentissage de ce développement, on va diminuer nettement les violences et les discriminations, et plein de fléaux. Et bien sûr, moins de maladies et tout, puisqu'on aura eu moins d'impact traumatisant dans notre développement. Donc vous voyez, santé sexuelle, c'est au cœur du bien-être et de notre qualité de vie dans notre société. Et ça a été toujours jugé futile, négligé, parce que c'est une sexualité, on s'en fout. La sexualité est connectée à toutes nos fonctions humaines. Donc c'est au cœur de toute action qui devrait être de santé publique, en fait, et qu'on a tout le temps négligé. Mais aujourd'hui, on commence à se réveiller, puisque des associations se sont rebellées, ont mis en justice le gouvernement, parce qu'on sent aujourd'hui dans notre société si fragile que c'est la base pour sortir de ces fléaux. Ok, merci. Du coup, par rapport aux violences sexuelles dans le cadre des couples, est-ce qu'il y a des spécificités dans ces cas-là, étant donné que c'est des relations qui sont assez durables quand même? Ces violences, le problème, il est effectivement autour, il y a de la manipulation quelque part, parce que ce lien, vous voulez pas le perdre, parce que vous avez construit. Donc il y a des spécificités dans le sens, il y a plus de manipulation, plus d'emprise, plus parce que vous ne voulez pas perdre quelque chose. Donc vous vous mettez en vulnérabilité. La meilleure façon de ne pas être sous emprise et vulnérable, c'est de dire, attends, les enfants à la maison, je les fais, je construis avec toi, je m'y suis beaucoup attaché, d'accord, mais j'ai beaucoup donné, mais je peux continuer ma vie, même sans toi. Je m'occupe bien des gosses, je sais faire, la maison, ma foi, si je dois la revendre, racheter, on fera. Si vous vous sentez autonome, vous allez pouvoir répondre. Mais la plupart du temps, on est complètement dans cette confusion, dans la confusion émotionnelle, parce que je veux pas avoir la garde alternée des gosses, je veux pas perdre la maison que j'aime tant, où je suis beaucoup investi. Donc vous êtes dans une sorte d'emprise émotionnelle. C'est ça la différence avec d'autres violences sexuelles entre partenaires, c'est que dans le couple, il y a beaucoup plus de manipulation, de confusion émotionnelle, parce que finalement, c'est mon mec, c'est ma nana, je l'aime, mais je veux pas quand même, j'ai pas envie. C'est tout embrouillé en fait. C'est difficile d'avoir le consentement éclairé, et en plus ça peut être au début, puis c'est plus à la fin votre consentement. C'est difficile de pouvoir être au clair avec son consentement, parce que ma charge émotionnelle va embrouiller les choses. Et d'ailleurs, on peut voir au sein de ces couples qui se sont séparés, par exemple plus tard, la personne dire « Ah c'était pas consenti », parce qu'elle est sortie de son milieu, et l'émotion n'est plus la même, et là, elle va dire clairement « Ah c'était pas consenti, mon Dieu, comment j'ai fait ça ?» C'est trop facile de critiquer dans un autre contexte ce qui s'est passé avant. Mais là, vous êtes dans cette émotion, dans cette confusion, et puis le problème des violences sexuelles au sein du couple, malheureusement, par rapport à d'autres violences en dehors du couple, c'est qu'elles sont répétées. Et c'est le gros problème. Et si elles sont répétées, vous vous abîmez plus, vous avez bien compris, dans ce développement que je dis, dans votre développement relationnel, sexuel, ce qui impacte sur votre affectif, sur votre organisme, c'est qu'elles sont répétées. Et plus ça se répète, plus vous êtes abîmé, plus, par exemple, vous allez trouver justement des maladies chroniques chez ces personnes. Plus de mal-être, de syndrome dépressif, de retrait social, des difficultés chez les enfants,
puisque les parents ne vont pas bien, les enfants ont des difficultés scolaires, ou peuvent avoir des difficultés relationnelles, parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc vraiment, ces violences sexuelles au sein du couple, elles sont, je trouve, d'une extrême perversité quelque part, parce qu'elles sont pas identifiables facilement. Mais vous souffrez intérieurement énormément. Vous êtes dans un vase clos. Donc les émotions négatives, elles sont plus fortes. Vous vous sentez complètement coincé. Et c'est là que vraiment l'impact sur votre santé est maximum. Donc elles ne sont pas à négliger. Et donc, ne pas hésiter à se faire aider ou en parler avec un professionnel de santé, juste à son médecin généraliste. Et ça aussi, ça fait partie des besoins de former les médecins généralistes à tous ces troubles qui évoquent un mal-être au sein du couple et des violences. Par exemple, avoir mal au ventre, des migraines, des douleurs qu'on n'arrive pas à identifier. Tiens, elle vient encore une fois, ou elle prend rendez-vous puis elle vient pas. Tous ces signes de femmes victimes, souvent, ou d'hommes victimes, mais beaucoup plus de femmes victimes, puisque c'est la proportion des violences, mais vous voyez tous ces signes qui montrent que la personne va mal. Et c'est ça qu'il faut décoder. C'est pour ça que ces violences au sein du couple sont beaucoup plus, je trouve, difficiles à repérer et à prendre en charge. Et dans ces cas-là, du coup, par rapport donc, au médecin généraliste, le sexologue, ou aussi les autres personnes, et aussi la potentielle victime, quelles sont un petit peu les démarches qui peut être possible de faire Avant tout, si on est victime de violences sexuelles, ou de violences tout court, c'est toujours pareil. Dans le monde primitif, on cherche à se sécuriser. Donc ça veut dire à qui je peux en parler, avec qui j'ai un minimum de confiance pour en parler. Alors, souvent, dans ces mécanismes de violence, la personne est plus isolée. Ça fait partie de l'emprise et de la manipulation, c'est d'isoler la personne. Comme ça, je l'ai encore plus sous ma coupe, et j'en fais ce que je veux. Donc, ces personnes sont souvent seules. C'est-à-dire qu'ont peu d'amis. Dans ce cas-là, moi, je dis, allez, votre médecin, peut-être, pouvoir en parler déjà à quelqu'un. Parce que ça vous sécurise et vous dites, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui voit que je suis pas folle, en fait, que ce que je ressens il y a un truc qui va pas. Et après, bien sûr, vous pouvez appeler des associations. Mais déjà, appeler une association, c'est avoir bien conscience qu'on a des violences sexuelles, qu'on subit quelque chose de violent. C'est pas forcément très clair pour les personnes. C'est pour ça que je dis voir un médecin généraliste, voir un médecin sexologue, mais justement parce qu'on est spécialisé dans les relations affectives. Ou un psy qu'on connaît bien, enfin qu'on a entendu parler de bien. En fait, il faut être quelqu'un avec qui vous pouvez vous mettre au moins un peu en confiance. Effectivement, cette personne, normalement, va vous dire, voilà, les associations, le 3919, va vous conseiller, ou alors, carrément, porter plainte. Mais des fois, porter plainte à quelqu'un qui n'a pas encore structuré tout ce que je dis, qui est encore confus, c'est trop violent que vous lui disiez ça. Il dit, mais attends, porter plainte. Mais c'est grave, alors. Des fois, vous êtes dans cette confusion émotionnelle. Mais vous pouvez déjà en sortir, et dans ce cas-là, lui proposer de porter plainte. Là, il va le comprendre. Mais déjà, il faut laisser la personne sortir de sa confusion émotionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Surtout si c'est un chéri depuis 20 ans, il est le père de mes 3 enfants. Laissez dans le monde émotionnel, il y a le ton, la digestion. Donc, je le dis, je me mets en sécurité avec quelqu'un. Je lui parle, je lui dis, je le revois autant qu'il faut. Par exemple, si c'est son médecin généraliste, souvent, ils n'ont que leur médecin généraliste. Alors vous allez me dire, c'est terrible aujourd'hui. Il en manque cruellement. Il y a des personnes qui n'ont même plus de médecin généraliste, donc ça devient difficile. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous écouter. Mais donc, allez au plus simple. Professionnel de santé, il est accessible. Ou ça peut être votre voisine. Ou voilà. Vous allez et vous sécurisez. Vous racontez. Et après, je me sens soutenu. La charge émotionnelle diminue. C'est un peu plus clair. Elle m'a dit des choses, j'ai compris. Elle m'a expliqué, j'ai compris. Elle m'a montré des trucs, j'ai compris. Voilà, je descends. Et là, maintenant, ouais, d'accord. Tiens, je vais appeler l'association. Je vais appeler les numéros verts. Je vais, tac, tac, tac. Là, je suis prête. Et après, voilà, bien sûr, commissariat, la brigade de la gendarmerie, pour porter plainte. Mais le plus, c'est se mettre en sécurité. Et surtout, s'il y a des violences physiques, encore plus de raisons de se mettre en sécurité. En fait, il faut se tirer de où on se trouve. Mais partir d'un milieu, surtout si c'est des enfants, normalement, dans le monde primitif, on n'abandonne pas ses enfants. Émotionnellement, c'est pas des bons conseils, ça. Comment je protège l'ensemble? Donc c'est pas si simple, mais il y a des moyens et aujourd'hui des personnes qualifiées pour vous aider. Donc ça, il faut pas hésiter. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est que quand on est victime, je dirais la même chose parce qu'on parle beaucoup des victimes, mais moi, je suis aussi très sensibilisée aux agresseurs et agresseuses. Là où je veux en venir, parce qu'il y en a qui ont conscience qu'ils ont fait des conneries. D'ailleurs, j'ai aussi, là, ce qu'on voyait pas il y a 30 ans, des agresseurs qui viennent en consultation. Alors qu'ils ne sont pas dans un processus de judiciarisation, je vais y arriver. Ils sont juste à s'interroger, ils se remettent en question, ils se disent, ah, il y a quelque chose qui déconne.
Si vous avez eu dans ce développement que je vous ai détaillé, vous savez, vous avez eu un impact dans votre développement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous savez que dans la relation, vous êtes trop mal à l'aise, que vous avez des pulsions, il y en a qui racontent, pulsions agressives, ou des pulsions sexuelles difficilement contrôlables. Consultez aussi. De la même façon qu'une victime. Victime dans le sens des professionnels. Bien sûr, vous n'allez pas consulter tout de suite. Et il ne faut pas aller consulter le poste de police. Hein. Vous savez que maintenant qu'il y a un numéro vert pour les pédophiles. Pour ceux qui savent, qui ont conscience qu'ils ont un dysfonctionnement, vous faites la même chose. Vous allez voir un professionnel de santé. Alors bien sûr, là, les acteurs en médecine sexuelle, hein, ou alors vous avez les CRIAF. Vous avez plein de professionnels dédiés pour vous aider à ne pas passer à l'acte, par exemple. Ou si vous êtes passé à l'acte, le but, c'est la prise en charge et d'éviter les récidives. Et pourquoi c'est important ? Parce que vous savez qu'il y a des victimes. Dans cet impact, je vous ai dit, de développement. Hein, quand je vous dis, ça y est, j'ai été impactée, j'étais victime d'abus à 7 ans. Du coup, comme j'ai un impact sur mon estime de soi, mon développement, j'ai mon cerveau qui ne s'est pas construit sur les bonnes conditions au niveau du fonctionnement émotionnel et relationnel. Je vais avoir plus, par exemple, de probabilité d'être victime une deuxième fois. Une troisième fois. Je vais aussi avoir plus de probabilité d'être agresseur ou agresseuse. Puisque j'ai un développement défaillant sur mon mode relationnel, affectif et sexuel. Donc une fois qu'on a compris ça, comme quelqu'un qui a des troubles du langage, il va développer de plus en plus de défaillances dans la relation, pas se faire comprendre, il va avoir des émotions négatives, il va être en colère parce qu'on ne le comprend pas, il en a marre de se répéter. De la même façon, vous avez une défaillance dans votre développement, donc du coup, on peut prédire, entre guillemets, ce qui peut arriver, hein, notamment sur votre santé, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi sur vos comportements. Donc vous êtes victime, forcément, ça va impacter votre vie relationnelle, affective et sexuelle. Vous êtes agresseur, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, vous savez que les comportements sexuels problématiques chez nos jeunes de moins de 12 ans, les mineurs, souvent ils sont stigmatisés, ils sont discriminés à l'école, l'éducation nationale ne sait pas en quoi en faire, mais dans ces gens, par exemple, dans ces jeunes qui sont dans des comportements sexuels problématiques, majoritairement, ils sont eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Donc repérons les gens qui ont un dysfonctionnement, comme vous le faites pour un handicap, pour autre chose. Pourquoi dans notre société c'est si compliqué ce domaine-là, alors que ça devrait être de la même façon que le reste? Je vois qu'il marche mal. Alors d'accord, elle a un pied plat. Vous voyez, vous dites bien tout de suite, vous faites des bilans et tout. Eh ben celui-là, qu'est-ce qu'il tape? Il a un problème dans son mode relationnel. Eh ben, faisons un bilan, allons voir ce qui se passe à la maison. Et de la même façon, vous êtes victime. Vous avez déjà été victime. Vous risquez, si ça a impacté votre développement, d'être à nouveau. Donc il faut qu'on vous protège de cela. Donc il faut une prise en charge. Et vous êtes agresseur, vous avez déconné, vous savez que vous avez des trucs. Soyez pris en charge. Il faut bien comprendre qu'il faut prendre en charge de la même façon qu'un autre dysfonctionnement général. Pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources à nous partager pour les personnes qui regardent ce podcast ? Des ressources, il y en a déjà bien. Alors, il y a des ressources de Santé publique France. Moi, je trouve notamment On s'exprime pour les jeunes. J'aime beaucoup ce site. Moi, je le trouve très bien fait. Vous avez plein, effectivement, de sites dédiés aux jeunes. Il y a des BD spécifiques de la sexualité parce que, justement, il faut apprendre. Il faut apprendre en dehors des codes pornographiques. Et moi, pour les violences sexuelles, c'est vrai, Muriel Salma, qui, avec son livre noir des violences sexuelles, avec son site qui explique, des choses sur votre comportement quand vous avez été victime d'abus sexuels, sur la mémoire traumatique, sur vos comportements. Beaucoup de gens ne comprennent pas les victimes. Elles sont tellement paradoxales. Mais comment vous voyez que ça a été impacté au niveau cérébral? Comment votre développement, justement, s'est mis à défaillir? Vous comprenez mieux pourquoi ces femmes ou ces hommes sont difficiles à cerner des fois. Il faut qu'on se comprenne pour s'adapter. Comment on s'adapte à quelqu'un qui a eu un trouble du langage, un AVC? Vous allez vous adapter à son handicap. Là, vous avez un handicap dans votre développement relationnel, affectif et sexuel. Donc, de la même façon, comment je l'aide? Quelles sont les ressources? Donc là, c'est une demande que j'ai depuis si longtemps, que nos politiques mettent des moyens. Des moyens, il nous faut des moyens. Là, c'est pas suffisant ce qu'on met sur les violences. C'est pas suffisant ce qu'on met pour nos jeunes, puisqu'il faut mettre des moyens phénoménaux sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et comme ça, on peut croire un avenir meilleur pour les nouvelles générations. Et après, celles qui se sont sacrifiées, c'est sûr, dans ce cas-là, les informer, ne serait-ce que sur l'importance de ce développement. Informons le grand public, comme on le fait là. Mais il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça que j'espère qu'on va continuer à mettre les moyens qu'il faut pour aider nos concitoyens à avoir une meilleure vie
en qualité de vie, mais en bien-être et surtout en santé, quoi, en santé globale. Alors, faudrait bien rappeler, Céline, que effectivement, à la fin de la vidéo, on donnera toutes les ressources et les numéros possibles, mais il y a des numéros dédiés, il y a des associations dédiées pour tout type de problème. Si vous êtes justement victime de violence conjugale, par exemple, si vous êtes victime de violence, si vous êtes effectivement quelqu'un qui a des pensées paraphilique ou vous vous sentez potentiellement agresseur, sachez qu'on peut vous aider et que vous avez des moyens et surtout des associations dédiées avec des professionnels dédiés. Donc consultez ces numéros, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à aller les voir, ne serait-ce que par exemple aussi, je pense à la Maison des Femmes, qui peut accueillir et vous orienter et qui se développe dans tout le territoire pour pouvoir aider les femmes victimes par exemple. Alors, j'espère, avec toutes ces discussions, nos échanges, Céline, que vous avez compris que c'est l'affaire de tous, effectivement. Mais pour ça, il faut avoir ces notions de base sur le développement, mais que c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire femmes, hommes, que c'est l'affaire des enfants aussi. C'est aussi l'affaire des parents, des seniors, des plus jeunes, des homosexuels comme des hétérosexuels. C'est l'affaire de tout le monde, et tout le monde doit être concerné, et surtout, tout le monde doit y participer d'une façon ou d'une autre. Et au-delà, l'enjeu, il est sur notre santé et surtout une société plus heureuse, plus épanouie, plus en sécurité. Et donc, c'est vraiment l'affaire de tous. Et j'espère que des personnes les plus intéressées, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous donner les moyens de mettre ça en place, nous écoutent, parce que ça les concerne aussi beaucoup. J'espère aussi, merci.